ingénieur DevOps et je vais vous entretenir tout au long de cette présentation. Cette présentation va s'étaler sur 5 piliers ou alors 5 points. Donc, dans un premier temps, on aura une introduction, un contexte et problématique, une architecture, en fait, l'architecture, et on aura une démo où il sera question pour nous de pouvoir créer un environnement permettant de pouvoir déployer ou alors mettre en place dans un premier temps son infra et puis par la suite déployer ses applications. Et enfin, nous aurons une conclusion pour clôturer la présentation. Alors, certainement, on se pose la question que c'est quoi Proxmox? C'est quoi Terraform? Et c'est quoi un data center? Donc aujourd'hui, il y a ce problème de... Nous sommes par exemple des développeurs ou alors des administrateurs système et on souhaite par exemple travailler sur des infras qui sont proches de celles de l'entreprise pour de temps en temps faire des tests avant toutefois de pouvoir les implémenter. Donc, de ce fait, ce qui nous revient à faire, c'est quoi? C'est déjà de partir sur un principe que, bon, effectivement, on va tomber sur des produits sur le marché et embrasser tous ces produits n'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on s'est calqué sur une solution qui va nous permettre de pouvoir avancer afin de pouvoir mettre sur pied notre infra. Cette solution Proxmox, qui est en réalité une plateforme de virtualisation open source basée sur Debian. Et elle est basée sur un hyperviseur de type 1, dont les hyperviseurs bare metal. En réalité, ce sont des hyperviseurs qui ont une adhérence forte avec le matériel. Elle peut également mettre à notre disposition une partie containerisation. Donc, en réalité, on pourra exécuter nos applications, ça toutefois dépendre ou alors provisionner une VM dans des conteneurs. Alors, cette solution également de Proxmox met à notre disposition une interface web intuitive qui va nous permettre non seulement de piloter nos machines, de visualiser les logs, les informations journalières et par la suite effectuer les opérations de debugging au cas où les situations se présentent. Et aussi, on a cette possibilité d'avoir l'avantage que Proxmox met à notre disposition le stockage est distribué. Donc, qu'est-ce qui nous amène à opter pour cette solution? Alors, déjà, j'ai rappelé ça au départ, il nous arrive souvent de vouloir mettre sur pied un environnement de développement, de travailler comme si on était en entreprise, à savoir mettre sur pied un environnement de dev, de staging, de production, voisine de celle de l'entreprise. Mettre sur pied, par exemple, son home lab chez lui, donc monter tout un infra à la maison, qui va nous permettre d'effectuer des opérations sans toutefois avoir une crainte, par exemple, de casser un environnement, de pouvoir faire construire et déconstruire des environnements facilement. Et aussi, il nous donne la possibilité, puisque également, c'est une solution, pas seulement une solution qui est faite pour le Home Lab, mais il y a des entreprises qui s'appuient également sur cette solution pour pouvoir mettre sur pied leur infra. Alors, une fois qu'on a mis, on va se poser la question effectivement, oui, on veut mettre l'infra, mais est-ce que la solution qu'on veut mettre en place est reproductible? Donc, ça veut dire que est-ce qu'on peut reproduire ça sur plusieurs environnements? Ou alors, est-ce que la solution qu'on met en place dépend uniquement du site? Donc, on a essayé de décorréler ou alors de découpler cette adhérence-là, de telle sorte que on puisse, de manière simple, déployer des environnements au moment voulu. Donc, également, l'un des points qui remonte en surface, c'est la dérive de configuration. Souvent, il nous arrive que les environnements de prod sont largement, ou alors les environnements de staging sont carrément différents de celles de la prod. C'est vrai qu'il y a des contraintes du côté prod, mais au moins, on aimerait que l'environnement de staging soit voisine de la prod. Comment documenter
l'infra comme du code, comment versionner, par exemple, mon infra, et si possible, comment industrialiser le déploiement d'une infra virtuelle. Alors, avant de faire toutes ces recherches, on s'est dit, effectivement, il faudrait d'abord qu'on fasse un tour sur le marché pour voir effectivement ce qui est fait ou alors les produits qui existent déjà. Donc, de ce fait, on a donc fait une étude comparative entre les différentes solutions. On a par exemple là Nutanix, on a Proxmox, on a VMware et on a Microsoft Hyper-V. Donc, on a chacun dans sa rubrique avec des éléments qui lui sont associés. On a le type, par exemple, les hyperviseurs qui vont avec la solution. On a le stockage qui est mis à la disposition des utilisateurs. On a la gestion, par exemple, que ce soit via une interface web et autres, et les fonctions intégrées. Donc, après le tour, on s'est dit, bon, voilà, puisque Proxmox met à la disposition, notre disposition, une interface graphique et puis une solution freemium, on va se dire que, bon, pourquoi ne pas, dans un premier temps, aller dessus et puis récupérer l'ensemble des avantages que cette solution nous offre afin de pouvoir mieux piloter notre infra. Alors, pour ce qui est de la suite, donc là, par exemple, on a la suite de l'étude comparative, on a les coûts, la scalabilité et la cible idéale. Donc, pour les solutions, par exemple, comme Nutanix, on a les petites et les moyennes entreprises, on a les grandes entreprises. Cosmos, pareil. VMware, nous tous, on connaît que bon, VMware, c'est pas très évident. Et Microsoft Hyper-V, c'est pour les organisations. Alors, après avoir dit ça, on va passer à l'architecture. Donc, côté architecture, nous avons déjà, au niveau de Proxmox, nous avons ce schéma-ci. Alors, ce schéma-ci, en réalité, il te présente la structure interne de Proxmox avec les outils que tu auras certainement à manipuler, par exemple, tout ce qui est QM pour l'émulation, tout ce qui est, en fait, tous ces outils vont nous permettre de pouvoir piloter un ensemble d'outils, de composants, que ce soit le firewall, que ce soit la création ou alors la suppression des VM. Juste en bas, on a le service. Donc, le service, il va nous permettre de pouvoir piloter ou alors faire également marcher toutes ces outils qui sont au-dessus. Et juste en dessous du service, on a toute cette partie VM là. Donc, on a la partie VM et la partie container. Donc, c'est cette solution qui est en réalité mise à la portée de l'utilisateur pour lui permettre de pouvoir non seulement d'abord bénéficier des VM et en plus des containers. Et enfin, on a l'émulateur là, on a l'hyperviseur KVM qui est couplé au noyau et tout ce qui est C-group et apparemment pour la partie ADNI. Donc, les C-groups vont nous permettre, par exemple, de contrôler l'utilisation des ressources de nos systèmes ou alors de nos VM ou de nos conteneurs. Alors, après avoir présenté ça, on va se dire, oui. Bon. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des préoccupations. Merci. OK. Alors, aujourd'hui, on souhaite par exemple mettre sur pied notre infra et pour ce faire, on commence par un diagramme d'architecture. Donc voilà, moi je vais mettre sur pied mon infra et je me suis basé sur l'outil ASCO de Terraform pour pouvoir mieux le piloter, sachant qu'avec Terraform, je peux bénéficier de tout ce qu'il y a comme backend, state Terraform. Donc, en réalité, tout ce qui est comme état de la VM, une fois que l'état de l'infra, une fois que mon infra est construit. Alors, oui. Il
Il y a une main, oui. Lévis, c'est ça. Oui. Je pense qu'il a changé peut-être d'avis. Bon, on va continuer. OK. Bon, si tu peux mettre la question dans le chat, bon, c'est aussi la bienvenue, hein. Voilà. Alors, nous, ici, on a notre réseau local, là. On a notre routeur. Et là, on a l'interface. Donc, on a notre serveur. Donc, ce composant-ci, tout en pointillé, c'est notre serveur. Et à l'intérieur, bon, déjà, nous, on a l'interface physique de notre serveur qui sera rattachée au bridge, donc l'interface virtuelle de Proxmox. Et toutes ces VM seront greffées dessus afin de pouvoir accéder à tout ce qui est externe au serveur. Donc, nous, dans cette présentation, on va créer un ensemble de 10 VM qui certainement auront des rôles précis. Donc ici, juste rappeler que cette présentation est la première partie d'une série de présentations dont le but est de pouvoir mettre sur pied son data center. Donc, ça veut dire que mettre sur pied l'infra, la couche containerisation à travers Kubernetes, et puis la couche déploiement des applications via le principe GitOps. Donc, nous avons prévu de détailler cette présentation afin que l'utilisateur puisse montrer son infra et puis par la suite déployer ses applications. Donc, ce que doit retenir l'utilisateur, c'est quoi? C'est que une fois que je parviens à monter mon infra, la prochaine étape sera la mise en place de la couche middleware, la couche containerisation à travers Kubernetes. Et une fois qu'elle sera mise, on va attaquer la partie déploiement des applications. Donc, ça, c'est la première séance. Elle est focalisée uniquement sur l'infra et il y en aura d'autres séances. Bon, voilà. Donc, déjà, nous, dans cette partie, on n'a pas présenté comment on installe Proxmox et autres. Mais sinon, déjà, au préalable, avant de monter ou bien de créer des VM, l'utilisateur doit installer Proxmox. Donc, Proxmox, c'est une solution qui peut s'installer via une clé USB. Donc, tu télécharges l'OS sur le site de Proxmox et tu bootes dans une clé. Une fois que c'est fait, tu redémarres le serveur, tu démarres sur la clé. Donc maintenant, en fonction de ton serveur, ça dépend du RAID que tu souhaites, par exemple, implémenter. Si tu veux faire du RAID 0 avec le risque d'accepter le risque de perdre toutes les données en cas de défaillance, ou alors du RAID 5, donc ça dépendra de toi. Donc là, nous sommes partis dans un premier temps pour simplifier les choses, nous sommes partis sur du RAID 0. Le plus important, c'est de pouvoir montrer comment ça fonctionne et par la suite, voir dans quelle mesure, si possible, on pourra implémenter tout ce qui est haute disponibilité. Donc, voilà pour cette partie. Alors, donc, on va provisionner, on va passer donc à la partie démo. On va provisionner nos 10 VM avec Terraform sur Proxmox. Donc, ce que je vais faire, hop. Je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non. Donc, je vais arrêter la présentation comme ça. Et puis, je vais partager. Ah, un instant. Voilà. Non, je vais partager. Alors, que...
Voilà. Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui. OK. Voilà. Donc, nous, on a évolué avec le code de Terraform. Donc, ici, le code Terraform, il va nous permettre de pouvoir approvisionner nos VM. Donc, je vais commencer par la partie... oui, oui, oui. Allez-y avec votre question. Gaudi, c'est ça. Philbert qui a levé la main, je ne sais pas si son micro est coupé. Philbert? Partager. Vous me recevez? Ah, ok, c'est bon. Tu étais en mute là tout à l'heure. Oui. Je posais ma question par rapport aux tables de partitionnement quitte à l'installation de Proxmox. Y a-t-il une contrainte par rapport à l'installation physique de Proxmox sur un ordinateur? GPT, MBR, est-ce qu'il y a ces contraintes-là quitte à l'installation? Alors, pour l'installation de Proxmox, pour ce qui est des tables de partition, bon, je pense que le mieux, c'est de rester sur du GPT. Non, parce que même lorsque tu bootes par exemple la clé, il te propose de rester sur du GPT. D'accord, merci. OK. Donc maintenant, pour les autres caractéristiques, à savoir RAM et autres processeurs, bon là, ça dépendra. C'est vrai quand même qu'il y a une certaine limite pour ce qui est des ressources, pour permettre au moins de bénéficier de la puissance de Proxmox. Donc voilà. Oui, s'il veut ajouter par rapport à ça, donc, étant donné que comment dire, il faut mettre en place son propre data center en local pour faire son home lab, donc, il faut ne serait-ce qu'un minimum de ressources pour pouvoir, tout un chacun, de pouvoir mieux simuler son environnement, donc, pour que ça soit un peu comme Fabrice l'a dit, comme un peu une entreprise, quoi. Donc, voilà, pour bénéficier vraiment de la puissance de Proxmox et pouvoir piloter les VM. Voilà. Merci, Bridge. Alors, OK. Donc là, on va aller rapidement avec la présentation du code Terraform. Donc, on va s'arrêter au niveau du main et on va en réalité expliquer ce qui se passe. Donc, là, je vais prendre, puisque ici, il est question de créer les machines de manière, de manière séquentielle. Donc, je crée machine par machine afin de pouvoir aller plus rapidement. Donc, ici, par exemple, nous, on a une ressource qui permet de créer une VM au nom de Ranch 1. Donc, là, c'est la partie main de notre code de Terraform. Donc, on a le nom de la machine, on a le nœud en question et on a l'ID de la VM. Donc, l'ID, c'est très important. Et aussi, dans la description. Juste en bas, on a le clone. Donc, le clone, en réalité, c'est quoi? C'est que Proxmox, lui, se repose sur un template. Donc, un template, normalement, c'est une VM modèle qui va permettre, sur laquelle on va se greffer afin de créer nos VM. Donc, le template, on a posé l'ID 9100. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire le full clonage. Donc, ça veut dire qu'on va cloner entièrement la VM. Donc, il n'y a pas de clonage lié. C'est vrai qu'on aura des contraintes avec les ressources, mais on va rester sur du full clonage dans un premier temps. Donc, là, on a le CPU, on a la mémoire, on a la partie réseau. Et ici, on a tout ce qui est paramètres d'initialisation de la VM. Donc, on a l'adresse IP, on a la gateway et enfin le DNS. Et le compte sur la VM. Donc, ici, au niveau du compte, on lui passe une clé publique. Donc, on va lui passer une autre clé publique pour qu'on puisse effectuer, par exemple, les opérations de copie, de template ou alors les opérations SSH sur la machine en question. Donc, le reste qui suit, c'est pratiquement le même schéma. Donc, il n'y a pas de différence. Je vais quitter sur le main. Je vais partir sur la partie provider. Oui, oui. Oui, essaie un peu de zoomer le.
Ah, Ouais. pardon. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, là, je vais partir sur la partie provider. Donc, on s'est basé sur la version 1.2, bon, la version supérieure 1.2 de Terraform. Au niveau de Proxmox, on a utilisé le provider BPG et on a utilisé également la ressource nulle pour pouvoir copier le template modèle sur le nœud de Proxmox. Alors, et ici, nous avons le endpoint qui nous permet d'accéder à Proxmox. Et puis, dans un premier temps, on a les paramètres de connexion. Et là, on a les paramètres de connexion. Donc, juste à rappeler que ici, on se place au niveau de l'utilisateur lambda et on ne parle pas encore de tout ce qui est CI/CD. Donc, vous avez bien vu au niveau des VM, au niveau de l'architecture que j'ai présentée tout à l'heure là. Bon, là, je vais revenir dessus. Alors, on a bien eu VM CI/CD. Donc, ça, certainement, dans une étape un peu plus avancée, qu'on pourra avoir affaire à tout ce qui est CI/CD. Donc, on se place au niveau de l'utilisateur lambda qui n'a pas la main sur Terraform et on lance nos différentes commandes. Donc, là, nous avons la partie output pour tout ce qui est variable de sortie. Donc, tout ce qu'on a à la sortie, on aura certainement des informations une fois qu'on aura provisionné notre infra. Et enfin, on a la partie state Terraform là, qui va nous permettre de pouvoir avoir l'état actuel de notre, ou alors l'état désiré de notre infra avec ces différents paramètres qui vont avec. Donc, par exemple, le serial et puis le lineage qui est des paramètres critiques. Par exemple, lorsque tu déploies une infra avec Terraform. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va construire notre infra. Donc, déjà, on va visualiser. Donc, je vais placer ça là. Donc, je vais placer comme ça. Là, on a Oui. une question. Oui. C'est de savoir si tu injectes la configuration initiale, c'est-à-dire IP, utilisateur et SSH dans tes fichiers. Et effectivement. Donc, je vais mettre ça comme ça. Hop. Ça sort. Alors, je vais répondre. Attends, je mets ça là. Oui. Pourquoi ça ne veut pas s'ajouter? Bon, c'est pas grave. Là, je vais mettre ça comme ça. OK, donc là, je vais revenir dans le code. Alors, pour expliquer cette partie, donc, si on revient là, hop. OK. Donc là, par exemple, on a tout ce qui est relatif aux ressources de la machine. Pour la partie réseau, par exemple, on a le bridge. Donc, le bridge, en réalité, c'est le composant qu'on a montré là. Donc, c'est l'interface virtuelle de Proxmox. Donc, c'est cet élément-ci qui, en réalité, va permettre aux machines de pouvoir communiquer à l'extérieur et permettre à ce que on puisse greffer l'interface virtuelle de Proxmox à l'interface physique qui est le NIC3C afin de pouvoir afin de recevoir les requêtes venant de l'extérieur. Donc, toujours se rassurer que l'interface physique est up et ainsi que le bridge. Bon, le bridge, lui, sera toujours up, vu que les étapes d'installation de Proxmox vont te permettre de choisir l'interface qui va avec. Donc, une fois que tu as rédigé cette partie, la partie réseau, bon, si on revient au niveau des variables, donc on verra qu'effectivement, tu as cette partie-là. Donc là, par exemple, on a le bridge. Là, on a l'adresse de base du réseau. On a l'adresse de début, puisqu'il faut mettre une adresse de début. Et puis, on a la gateway là. Et enfin, le serveur DNS. Là également, je lui ai passé une clé. Donc, dans un premier temps, je lui ai passé une clé, ne serait-ce que pour faire les opérations sur les nœuds en question. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
C'est bon. C'est bon? OK. Si c'est bon, alors on va lancer le déploiement. Donc, on rappelle juste que le déploiement se fait avec Terraform, comme on l'a dit depuis le départ, et on se base sur un template. Donc, on se base sur un template. Pardon. Alors, ce template, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il est où? Voilà. Donc, on se base sur ce template-ci. Donc, au niveau du template init, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer un template Rocky 9. Il va le copier dans le dossier PMP. Et c'est à base de ce template-là qu'on va créer toutes nos VM. Donc, le template est déjà contenu dans le code. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste exécuter. Alors, le template, il est là. Donc, là, je vais créer le Rocky template. Donc, il est là. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cloner ou alors télécharger Rocky 9. Et une fois qu'il va télécharger Rocky 9, il va initialiser avec Cloud Init, il va initialiser une VM modèle. Et cette VM modèle qui sera utilisée par l'ensemble des VM pour pouvoir créer nos différentes VM. OK. Donc là, je vais m'arrêter là. Et puis, on va lancer ensemble les commandes de Terraform. Donc, on va faire un Terraform. Normalement, c'est vrai que j'avais déinitialisé. Donc, normalement, c'est un Terraform init, un Terraform FMT pour le formatage ou bien un Terraform validé pour valider la configuration. Et là, je fais un Terraform apply. Donc, il va me demander certainement, vu que dans cette version-ci, on a la possibilité d'utiliser soit le mot de passe, ou alors on peut aussi utiliser un jeton, vu que le Proxmox, il nous met à disposition également une API qui nous permet également de pouvoir gérer notre infra. Donc ici, je vais entrer le pass. Donc il va me demander effectivement ce que je vais faire. Donc je peux visualiser. Hein. Donc ici, il y a tout le plan, tout ce qui doit être fait. Donc là, par exemple, il dit effectivement, voici les ID des machines, voici les ID rancher. Il demande effectivement si je veux vraiment faire cette action, donc je vais aller sur Yes. Alors, la première des choses, c'est qu'il va copier le template. Il va se rendre que le template existe déjà. Alors, il va dire effectivement, si le template existe déjà, alors on passe à l'étape suivante. Donc, il va nous créer des machines. Donc, ici, pendant que ça est en train d'exécuter, donc je vais revenir sur l'interface graphique. Alors, au niveau des Proxmox, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Alors, ici, nous, on a notre data center là. Ici, nous avons le nœud. Oui. Ah, ok. Pardon. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on a notre data center là, notre centre de données. On a notre nœud Proxmox là. C'est lui également qui va nous permettre de pouvoir piloter toutes les VM. Aos bocados automaticamente. Reparem só, ela colocou o frango ali e ele vai sair já. Esta chinesa maluca Stéphane, tu peux te muter, s'il te plaît. Stéphane? OK. OK. Donc là, on a notre nœud Proxmox. Donc lui va nous permettre de piloter tous les nœuds. Et juste là, puisqu'on a lancé le processus de création de nos VM, donc là, c'est en cours. On est en train d'évoluer. Donc, pendant qu'il crée au fur et à mesure, donc on va visualiser les résultats sur l'interface graphique. Donc là, on a déjà créé notre VM 110. Donc, on a créé notre première VM. On a créé la deuxième. On a notre template modèle qui est là. Donc, c'est l'élément qui va nous permettre de pouvoir approvisionner nos VM. Donc là, il crée la 112. Allô? Oui. Oui, si on peut appuyer ce que tu dis, pour apporter encore plus d'explications. Le template, c'est un peu comme en fait, du moins, le template de base d'une VM, donc, sur lequel s'appuie Proxmox pour pouvoir créer les autres VM. Donc, prenons ça un peu comme, donc, si on veut faire un pendant de ça, de côté VirtualBox.
voilà, avec Vagrant. Donc, ce sont un peu comme les box Vagrant qu'on télécharge sur nos propres machines et qu'on provisionne les VM sur VirtualBox via ces box. Donc, c'est presque le même principe, en fait. Donc, et l'avantage d'avoir un template VM, c'est que on peut, chaque personne peut, par exemple, construire ou concevoir son propre template VM qui vient avec un certain nombre de configurations. Donc, je prends un cas assez concret. Si on veut faire du hardening, au lieu de faire du hardening sur, du moins, de démarrer la VM et exécuter les scripts une à une, alors on peut, par exemple, créer son propre template. Donc, on crée une VM, on fait du hardening et on en fait de ça un template, de telle sorte qu'en provisionnant maintenant plus tard les autres VM, que ça vienne directement en étant hardené. Donc, généralement, en entreprise, c'est ce qui se passe. Donc, voilà. Ok, merci Brice. Donc, là, ouais, Oui, il y a une... Franck. Rebonjour. S'il te plaît, j'ai juste Oui. une question. Est-ce qu'on peut créer, avec Proxmox, là, est-ce que tu peux créer des VM sur des serveurs différents? C'est-à-dire, tu as peut-être 2 serveurs dans ton data center. Est-ce que tu peux les manager avec Proxmox et créer des VM dans des différents serveurs? Oui. Donc, aujourd'hui, on utilise du Proxmox mono-nœud. Donc là, on a un seul nœud Proxmox. Donc là, on a notre nœud Proxmox là. Et Proxmox donne la possibilité de le mettre également en cluster. Donc, tu peux faire un cluster de Proxmox. Donc, ça veut dire que tu mets Proxmox sur 2 clusters. Et puis, tu fais de telle sorte que non seulement tu as 2 centres de données et tu décides de créer des VM sur le centre de données qui te convient. Donc, il donne cette possibilité-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc là, nos VM sont en construction. Donc, on est passé sur la partie payload. Donc, si par exemple, au niveau une fois que vous avez créé, ouais, apparemment, il y a Denilel oui, Denilel. Oui, Fabrice, je voulais demander si pendant ta création, tu fais juste la création des VM ou bien tu fais également le provisioning en même temps. Je ne sais pas. C'est juste la création et le provisioning va se faire à part. Alors, oui, là, c'est juste la création des VM. Donc, on crée les VM. Maintenant, pour la gestion de la configuration et autres, bon, certainement, on pourra faire ça par la suite, puisqu'on aura besoin de cette partie-là pour pouvoir mettre en place notre cluster Kubernetes. D'accord. Donc, aujourd'hui, on provisionne nos VM. On s'est rassuré qu'effectivement, on a pris la main cette mécanique. Une fois que c'est propre, alors, on passe à la phase suivante. Donc là, ça évolue. Donc, on peut voir également, hein, on peut voir les VM là. Alors, tu peux également, à l'aide de l'émulateur QM, de QEMU, pardon, tu peux lancer les opérations en ligne de commande. On peut supprimer des VM via ligne de commande, mais vu qu'on le pilote avec Terraform, on pourra effectivement, une fois que tu as créé, tu peux relancer le code Terraform et il te recréera la machine. Donc, il te recréera la VM. Bon, là, on a la création qui évolue. Alors, est-ce que déjà avec ce qui est présenté, est-ce que ceux qui sont présents peuvent partir des zéros et enfin déployer une infra en local? Donc, c'est la question peut-être que je pose au public. Est-ce qu'à partir de cette présentation, nous sommes aptes de partir juste d'un serveur et d'une clé USB et monter une infra en local? Oui, c'est possible. Super. Oui, Franck. Bon, peut-être qu'il faut d'abord nous dire où trouver Proxmox, faut nous dire comment le booter. Et s'il se boot, par exemple, comme Ouais, il se boot Ubuntu, comme, oui, comme il se boot Ubuntu ou les autres. oui, comme tout système d'exploitation. Ah, d'accord. OK. Bon, peut-être qu'il faudra aussi qu'on voit comment l'installer.
Parce que bon, là, tu l'as directement démarré, il était déjà hop. Maintenant, comment l'installer? Et s'il s'installe aussi simplement comme Ubuntu ou Windows? Si oui, bon, là, ça veut dire qu'on peut aller. Et si il est un peu complexe à l'installation, ça fait un peu difficile. Il s'installe. Je peux même dire que peut-être Ubuntu est peut-être même plus compliqué. Donc, il est tellement simple. Une fois que tu as booté ta clé, tu démarres le serveur sur la clé. Tu as l'install ou alors la configuration. Tu n'as qu'à suivre. C'est un suivant. Et puis, arrive au niveau où tu dois renseigner. Bon, peut-être souvent, ce qui dérange souvent des personnes, c'est l'étape où tu dois renseigner le DNS et puis la gateway. Bon, déjà, il faut interroger ton réseau pour savoir effectivement ce que j'ai comme passerelle et puis ce que j'ai comme DNS, serveur DNS. Parce que généralement, dans la plupart des box, le DNS et la passerelle sont confondus. Donc, au niveau de la configuration, s'il arrive qu'on te demande de charger ton DNS et que tu connais déjà la passerelle, tu renseignes la même adresse. Maintenant, tu pourras désigner une adresse, tu pourras choisir une adresse pour ton nœud Proxmox pendant la configuration. Donc, ça veut dire que tu peux, par exemple, dans ton réseau, si c'est le 192.168.1, je sais pas, 0, tu peux, par exemple, désigner une adresse à ta guise qui te convient pour le nœud Proxmox. Donc, une fois que tu as fait, le tout, il reste juste se placer sur une VM ou alors se placer sur un autre poste, sur un autre PC ou je sais pas. Et puis, taper cette adresse. Parce qu'à la fin de l'install, tu as cette adresse et tu as également le login. Donc, tu tapes cette adresse et puis tu entres tes identifiants. Puisqu'au départ, tu as renseigné dans Proxmox. Donc, déjà, tu te connectes via route. Donc, une fois que c'est fait, tu es sur l'interface de Proxmox. Donc, ici, là, la particularité quand même, c'est que en local, tu peux, par exemple, te connecter sur n'importe quel poste. Donc, il n'est pas, on peut dire quoi? Il n'est pas, tu vois, jamais dans VirtualBox ou bien dans, je sais pas. La plupart du temps, si tu as installé VirtualBox sur un serveur, il faut automatiquement que tu sois sur ce serveur pour pouvoir l'administrer. Or, là, tu peux te connecter sur tous les serveurs ou alors sur n'importe quel serveur ou n'importe quel PC, n'importe quel média, même via le téléphone. Donc, tu peux y accéder et puis faire des opérations de configuration sur ton infra. Bon, si je vais ajouter quelque chose, c'est que généralement, c'est une très bonne question, Franck Walter. Généralement, pour la plupart du temps, avant de mettre en place son infra, il faut déjà d'abord planifier, faire une petite conception. Quand je dis conception en termes d'adressage au réseau, il faut choisir d'abord ce qu'on veut comme adresse réseau pour son infra et mettre déjà des prérequis pour pouvoir interconnecter ton réseau, en fait, du moins les éléments de ton réseau avec ton hyperviseur Proxmox. Là, une fois que vous l'avez fait, alors lors de l'installation de Proxmox, vous avez déjà indiqué, OK, soit sur, je sais pas, soit sur une feuille ou bien soit sur une autre quelque part, OK, mon adresse Proxmox sera ceci, mon utilisateur sera ceci, utilisateur sera ça, ainsi de suite. Donc, une fois planifié de la sorte, l'installation sera facile et voilà. Donc, de préférence aussi, vous pouvez prévoir je sais pas, soit utiliser votre box Internet pour pouvoir faire office de passerelle de sortie pour aller sur Internet, ou bien faire office aussi des DNS, bon, ou soit avoir un équipement DNS local chez soi qui peut permettre de faire les résolutions de nom côté Internet et aussi côté local. Donc, le tout, c'est de planifier d'abord son agresseur, son architecture réseau dans votre home lab. Donc, voilà. OK. Merci, Britt. Pardon, ça me pousse à avoir une autre question. Oui. J'aimerais savoir, si j'ai peut-être mon serveur que j'ai acheté et je vais exploiter Proxmox dans mon serveur, Oui. est-ce que je dois déployer Proxmox directement sur le serveur ou alors je déploie Proxmox sur une machine, peut-être mon laptop, peut-être, avant d'attaquer le serveur avec Proxmox, ou alors je le déploie directement sur le serveur et je crée directement les machines virtuelles dans le même serveur? Alors,
Tu peux déployer Proxmox directement sur le serveur, mais tu lances la création des VM sur... Moi, actuellement, je ne suis pas sur le serveur. Actuellement, je suis sur mon PC. Donc là, ces opérations-ci de configuration, je les ai lancées sur mon PC, depuis mon PC. Donc là, j'attaque directement le serveur depuis un PC. Et puis, une fois que c'est fait... Et ton Proxmox est installé où? Le Proxmox est installé sur le serveur. OK. Parce que il y a les deux machines façons. virtuelles sont créées sur le même serveur? Oui. D'accord. Donc, les machines virtuelles sont créées sur le serveur sur lequel est déployé Proxmox. D'accord. OK. Donc maintenant, pour ce qui est de l'outillage ou alors des actions sur le serveur en question, moi, je préfère me mettre sur mon PC, sur mon laptop. Bon, je vois qu'il y a Fulbert là qui a une question. Je crois. Fulbert? Oui, Brice. Oui, vous avez une préoccupation, oui. J'ai eu la réponse. Ok. OK. Il y Ça a marche. aussi Jules qui a Fulbert, tu peux partager avec nous, hein, si peut-être, je ne sais pas, ça pourra certainement bénéficier à tout le monde. Et puis... Exactement. Ma question, c'était de savoir, il est impératif d'être connecté à un réseau avant d'installer Proxmox, mais là, par là, je comprends déjà. Là, j'ai dit oui. Ouais. C'était ça la question. Merci, Fulbert. Oui, Jules. Désolé pour le retard. En fait, je n'avais pas de question, mais je voudrais ajouter de l'eau au moulin de Fabrice. Concernant la question de Franck qui arrivait un peu plus tôt. Franck, je ne sais pas ce qu'il s'est dit avant, parce que je dis je suis arrivé par retard. Il faut faire la différence entre un hyperviseur bas métal et un hyperviseur de type 2. Ce que Fabrice présente, c'est un hyperviseur bas métal, celui qui s'installe directement sur le matériel. Donc, il n'accepte pas cohabiter avec, généralement, cohabiter avec notre système sur un matériel. Ça veut dire, si tu décides de l'installer sur ton PC, tu vas devoir, probablement, sauf si tu fais de l'inception, installer dans un autre hyperviseur de type 2. Tu vas devoir probablement raser tout ce qu'il y a sur ton PC pour le poser parce que lui, il s'installe directement sur le matériel, contrairement à peut-être VirtualBox qui s'installe sur une OS. Tu vois? Ce qui fait en sorte que avec Proxmox, comme Fabrice, bien sûr. Oui. Allô, Jules. OK. Ok, ouais, on désolé. Te suit, juste qu'on t'a un peu perdu. Donc, du coup, comme je l'ai dit, tu installes directement sur le serveur. Et maintenant, si tu l'installes directement sur le serveur, tu auras bien sûr l'interface sur le serveur pour l'administration, mais c'est une interface qui n'est vraiment pas friendly. C'est pas friendly user parce qu'en fait, c'est fait pour vraiment des cas où tu as perdu la main au serveur en fait. Parce que normalement, quand tu installes, le serveur te prend une IP et à partir de là, quand tu es dans le réseau, tu te connectes sur l'IP du serveur et tu fais tes administrations. Soit via une interface que Proxmox va t'offrir, que tu vas installer un petit truc Proxmox que tu vas installer pour avoir vraiment une bonne interface, soit par SSH ou pas, je ne sais pas trop, comme tu voudras. Mais généralement, on se connecte au serveur pour l'administrer généralement quand tu as perdu la main, quand le réseau dérange ou quand tu te retrouves avec le serveur qui est hors du réseau et que tu veux vraiment l'administrer de façon, comment je vais dire, en cas d'urgence, quoi. Si ce n'est pas en cas d'urgence, il faut vraiment un interface. Ouais. Allô, Jules. Moi, son micro a des petits problèmes. Donc, Okay, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Hein. Donc, la plupart du temps, on se connecte à distance sur Proxmox. Donc, comme pour tous les autres hyperviseurs, donc pas besoin de se connecter directement sur la VM, effectivement sur la machine Proxmox. Donc, ce n'est pas nécessaire, sauf si en cas d'incident, comme il a dit, en cas d'incident réseau, d'impossibilité peut-être de se connecter directement sur le serveur. Voilà. Merci, OK. Merci beaucoup. Alors, là, on a pu déployer nos 10 VM. Donc, on a nos 10 VM là. Et les VM portent les noms spécifiques. Donc, là,
on a mis sur pied notre infra, on accède aux VM, donc les VM sont accessibles, hein. Donc vous pouvez décider par exemple de... Alors, les VM sont accessibles, donc vous pouvez décider par exemple de les atteindre, mais nous, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment... Jeanne, il y a une question. Hein. Il y a une question. Oui. Oui, Vivian. Peut-être qu'il a fait pareil. En plus, on va continuer, il va laisser sa question. Tu parles, ton micro a un problème, on ne t'écoute pas, Vivian. Bon, peut-être son micro a un petit problème. Ok, donc, en attendant qu'ils reviennent, donc là, là, on a mis sur pied notre infra, on a provisionné des VM. La prochaine étape, alors, mon micro a un souci. Donc, la prochaine étape va nous conduire, ou alors va nous mener à la mise en place d'un cluster Kubernetes, qui est le prochain chantier. Et effectivement, durant cette étape, on va monter en puissance, profiter ou alors se baser sur ce qu'apporte la containerisation pour pouvoir, dans un premier temps, bâtir le socle au-dessus de l'infra et enfin voir dans quelle mesure on pourra déployer nos applicatifs au-dessus. Donc là, on a planté le décor et effectivement, les séances à venir seront très, très alléchantes. Donc, je vous invite vraiment à venir massivement et poser toutes les questions possibles afin qu'on puisse ensemble profiter de cet exercice qu'on s'est désormais fixé au quotidien, chaque semaine, donc tous les samedis, et faire de telle sorte que tout le monde puisse prendre la main sur cette partie qui est, parce qu'au début, il y a certains pour qui l'infra, peut-être c'est une misère, mais déjà, on va essayer ensemble de démystifier tout ce qui tourne autour et permettre à ce que toute personne puisse développer une application, la déployer et assurer tout ce qu'il y a comme MCO autour. Alors, déjà, Fabrice, il faut partager le lien de cette première partie qui permet de... Alors, oui. En fait, le lien de la documentation du tutoriel pardon, que tu as fait pour permettre aux uns aux autres de pouvoir monter cela dans leur propre lab à la maison. Ok. Non. Donc, on vous partage cela tout de suite. Vivien, c'est bon? Tu peux parler ton micro? Oui, je pense que c'est bon. Pardon. Ma question c'était, je revenais à la suite de la question qui avait été posée par Franck Walter qui demandait si on peut utiliser Proxmox sur plusieurs serveurs. Et avec la réponse de Jules, j'avoue que j'ai très bien compris ce qu'il a expliqué, mais j'ai du mal à voir comment est-ce que je pourrais donc manager plusieurs serveurs avec Proxmox, étant donné qu'on va se connecter sur un ordinateur comme sur mon PC, je vais me connecter à Proxmox pour pouvoir faire de l'administration. Je vais me connecter à mon serveur pour pouvoir faire de l'administration. À ce moment-là, comment est-ce que je gère le cluster de serveurs derrière? Oui, tu peux gérer le cluster de serveurs. Déjà, il y a en termes de configuration, il y a ce qu'on appelle Ansible. Donc, tu peux utiliser Ansible pour gérer plusieurs serveurs à la fois. Donc, et Ansible est fait pour ça. Donc, soit tu peux décider de faire ce qu'on appelle des commandes ad hoc. Ad hoc, c'est-à-dire pas besoin d'un fichier de playbook. Donc, tu exécutes immédiatement tes commandes Ansible pour des petites tâches. Quand je dis petites tâches, par exemple, vérifier la connectivité au serveur via un ping, ou bien, je ne sais pas, créer un fichier, ou bien diagnostiquer rapidement sur plusieurs serveurs à la fois. Ou soit décider de faire, si tu veux, par exemple, installer quelque chose directement sur les VM, tu peux utiliser un playbook en zip ou bien un rôle en zip que tu mets, tu définis ton inventaire et ensuite tu exécutes. Et voilà, tous les serveurs à la fois vont être, en fait, du moins, tu vas exécuter ton processus sur tous les serveurs à la fois. Je ne sais pas si c'est OK. Alors, il y a Franck qui a une question.
Excusez-moi de poser trop de questions, c'est juste pour comprendre. Je ne connais pas encore Prosmos et je veux comprendre sur quel angle l'attaquer. Alors, je pose ma question. Ma question aura deux volets. Alors, j'ai mon laptop ici aujourd'hui, dans lequel j'ai mon système Ubuntu. J'ai également VirtualBox installé dessus. Et je lance souvent des commandes Vagrant pour déployer mes machines virtuelles. Si aujourd'hui, je veux installer Prosmos, d'après l'explication que j'ai suivie de Jules, je ne pourrais pas le mettre directement sur mon laptop, sauf si je mets mon système Ubuntu. C'est-à-dire, si je veux exploiter Prosmos aujourd'hui sur ce laptop, je serai obligé de l'installer d'abord sur une machine virtuelle via Vagrant et ensuite prendre le contrôle sur cette machine virtuelle-là. Là, j'ai Prosmos. Et à partir de là, créer d'autres machines virtuelles, mais dans ce cas où sur Prosmos ou alors dans VirtualBox. J'ai envie de comprendre. Ou alors, ce n'est pas possible de l'exploiter partant d'une seule machine comme mon laptop actuel. Voilà, c'est ça ma question. Bon, je vais commencer. Je vais commencer à répondre, Rich. Et puis, certainement, vous allez me compléter par la suite. Donc, déjà, si tu es sur ton laptop et que tu veux, par exemple, il faut comprendre une chose, c'est que Proxmox il y a deux manières d'installer Proxmox. Il y a la manière, comme je l'ai expliqué, non, tu l'utilises directement comme hyperviseur de type 1, donc bare métal. On savait que tu bootes. Donc, je vais plus revenir sur ce qu'il a dit. Donc, tu bootes directement la clé avec un Proxmox dedans, sachant que Proxmox se base sur Debian. Comme aussi, tu peux aller sur un système Debian, tu installes Proxmox. Donc, si tu as déjà un système Debian, tu peux également installer Proxmox. Mais le problème, c'est que est-ce que tu auras bénéficié de la puissance du bare métal? Non. Parce qu'on est tout à fait d'accord qu'une fois qu'il y a virtualisation, ça entraîne forcément ralentissement des flux. Donc, ça, c'est automatique. Donc, quand je dis flux, c'est quoi? C'est que une fois que tu virtualises, en termes de latence, pour ce qui est, par exemple, des actions, pour ce qui est, on est tout à fait d'accord que le bare métal, lorsque tu installes directement une ressource sur du bare métal, tu profites effectivement de la puissance du hardware. Donc, si tu veux, par exemple, si tu as, par exemple, du VirtualBox sur un PC, tu installes tout sur le même PC, tu crées la VM sur le même PC. La différence avec Proxmox, c'est que tu ne seras plus seulement sur le même PC, tu seras sur un autre serveur, ou alors sur un autre, tu auras un autre serveur, et tu pourras non seulement bénéficier de la puissance là, lorsque tu installes VirtualBox, si tu crées tes VM sur un PC, il faut réellement avoir un PC conséquent pour le faire. Or, par contre, une fois que tu as ton serveur et que tu as ta VM et que tu as ton laptop, par exemple, tu peux accéder à l'interface graphique de Proxmox, bénéficier de toute la puissance de Proxmox, sans toutefois surcharger ton PC. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sinon, si ce n'est pas le cas, les autres, certainement, ils verront et puis ils pourront me compléter. Apparemment, il y a Jules qui est arrivé là-bas. C'est vrai que c'est pas moi qui donne la parole. Donc je ne savais pas que tu avais levé la main, en fait. Sinon, tu l'as probablement tout dit. Je ne vois pas s'il y a des choses à rajouter. Seulement juste que Fan veut faire de l'inception. Il veut virtualiser la virtualisation, en fait. Ce que tu vas faire, en fait, va te créer plus. Ce que tu essaies de ton architecture va te créer plus de problèmes que résoudre ton problème. Parce que dès que tu émules déjà un hyperviseur et que tu installes une machine dans cet hyperviseur et que tu émules encore un autre hyperviseur dans cette machine, tu vois combien de cartes réseau tu te mets à émuler. Et du coup, ça pourra te déranger dans les configs si tu n'es pas très firm, si tu ne maîtrises pas très bien le réseau, parce que tout ça, il y a un réseau qui se met en place derrière au fur et à mesure. Si tu n'es pas très firm dans le réseau, tu pourras avoir des problèmes de configuration. Ce que Fabrice a dit est OK. Généralement, les superviseurs de ce type, en fait, un instant, donnez-moi juste un instant.
C'est un peu ça, hein. Quand tu veux faire de la virtualisation sur la virtualisation. En fait, je veux juste comprendre. Désolé, Ouais. en fait, ce que Fabrice disait est juste que, en fait, c'est toujours préférable d'utiliser les hyperviseurs de type 1 sur du matériel, sur du hardware, parce que c'est fait pour. En fait,